Les céphalées aiguës désignent des douleurs soudaines et intenses affectant la tête et pouvant apparaître récemment sur quelques heures. Un bon interrogatoire et un examen clinique détaillé aidant à orienter le diagnostic. Les examens complémentaires sont nécessaires si le diagnostic reste incertain. Les causes les plus graves sont souvent secondaires et incluant l'hémorragie intracrânienne, la méningite et l'hypertension intracrânienne qui nécessitent une prise en charge urgente. Les causes primaires les plus fréquentes sont les migraines et les céphalées de tension qui sont généralement moins graves. La démarche diagnostique commence par un interrogatoire approfondi du patient. D'abord, il est crucial d'étudier le terrain. Cela inclut l'âge ainsi que les antécédents familiaux ou personnels, tels que des pathologies cardiovasculaires ou une histoire de cancer. Les traitements passés ou en cours sont aussi pris en compte, car certains médicaments peuvent influencer l'apparition des céphalées. Ensuite, on analyse les circonstances du survenu. Ici, il est important de connaître le mode d'installation de la douleur ou des céphalées. Par exemple, est-il apparu de façon progressive ou brutale? Le procès déterminer s'il est évolué ou reste stable, ainsi que le contexte dans lequel il est survenu. Un traumatisme crânien récent, une prise de toxique, une ponction lombaire ou encore une anesthésie rachidienne récente peuvent être des éléments déclencheurs. La caractérisation de la douleur est également essentielle. Cela inclut la localisation et le type de la douleur. Il peut être ressenti en éclair, comme dans les cas des névralgies, en casque, comme lors de migraines, des céphalées de tension ou des céphalées d'origine oculaire, ou encore pulsatile, ce qui est typique de l'hypertension intracrânienne. Il est également utile de demander au patient de décrire l'intensité de la douleur et de mentionner des éventuels facteurs qui l'aggravent ou la soulagent. Enfin, les signes d'accompagnement jouent un rôle clé dans l'orientation diagnostique. On recherche des symptômes neurologiques comme des troubles de la vision, ainsi que des symptômes plus généraux, des symptômes non spécifiques comme la fatigue intense, des douleurs cervicales, des vertiges ou des troubles de la mémoire ou encore l'insomnie. Des symptômes spécifiques tels qu'un larmement, une rougeur oculaire ou un écoulement nasal. L'examen clinique doit être complet et précis afin de déceler toutes les causes possibles des céphalées aiguës. Un examen général commence par la prise de la température, de la pression artérielle, associée à une mesure de la glycémie. L'état de conscience et le comportement du patient sont également observés pour identifier d'éventuels signes d'alerte. Différents syndromes neurologiques sont ensuite recherchés par un examen neurologique très détaillé pour orienter le diagnostic. Dans le cas du syndrome méningie, on évalue la nuque pour détecter une raideur et des signes spécifiques comme la posture en chien de fossile ou les signes de Brudzinski ou de Kerning. Dans le cas du syndrome d'hypertension intracrânienne, les céphalées sont accompagnées de vomissements ou de troubles de la vision tels qu'une baisse de l'acuité visuelle ou une diplopie. Les signes de focalisation neurologique sont importants à rechercher. Il faut vérifier la présence de tout déficit sensitivo-moteur car cela pourrait orienter vers une pathologie spécifique. Un examen des pupilles pour la recherche d'une mydriase qui est une dilatation de la pupille ou un myosis, le contraire, ainsi que des signes indiquant le syndrome de Claude-Bernard-Horner. Un examen loco-régional ciblé se concentre sur des ondes spécifiques en fonction des symptômes. La recherche des bruits artériels cervicaux, comme un souffle au niveau des troncs supraortiques, pourrait révéler une dissection carotidienne. La présence du globe oculaire dur à la palpation, un œil rouge ou une puce de la vision peuvent indiquer un glaucome aigu par fermeture de l'angle lors d'un examen oculaire. La palpation des sinus et la recherche de rhinorrhée ou d'obstruction nasale peuvent révéler une sinusite sous-jacente. Chez les patients de plus de 50 ans, la palpation des artères temporales est importante pour diagnostiquer une arthrite temporale d'orton. Les examens complémentaires sont effectués en fonction des résultats de l'examen clinique et sont systématiquement demandés en cas d'anomalie détectée lors de l'examen clinique ou s'il y a des signes alarmants. La tomodensitométrie cérébrale sans contraste ou ce qu'on appelle la TDM C négatif, cet examen est réalisé en urgence devant toute céphalée aiguë ou inhabituelle. Son objectif est de vérifier la présence du signe d'hypertension intracrânienne, d'hémorragie méningique ou de lésion vocale comme un AVC ou une tumeur. Un scanner normal ou un TDM normal ne suffit pas à exclure une cause lésionnelle sous-jacente. Si la TDM est normale, une ponction lombaire peut être indiquée, même en l'absence de fièvre, pour rechercher une méningite ou une hémorragie méningique. Ce test permet aussi de mesurer la pression intracrânienne et de retirer éventuellement de LCR. Cependant, en cas d'hypertension intracrânienne ou d'anomalie de coagulation, la ponction lombaire est contre-indiquée. D'autres examens complémentaires spécifiques sont demandés en fonction du contexte. L'écho Doppler des troncs supraortiques est recommandé en cas de suspicion du syndrome de Claude-Bernard-Horner pour éliminer une dissection carotidienne. L'IRM cérébral est utilisé pour rechercher des pathologies telles qu'une thrombose veineuse cérébrale ou un AVC ischémique non visible sur le scanner. Détectable sur l'IRM par des signes spécifiques en hyperintensité T1 et T2 des sinus. Un bilan sanguin incluant la vitesse de sédimentation ou le VS et la protéine C réactive ou le CRP devant toute céphalée chez un patient de plus de 50 ans afin de diagnostiquer une arthrite temporale d'orton. Alors quelles sont les principales causes des céphalées aiguës? On commence par le premier syndrome qui est le syndrome
syndrome méningique. Dans ce cas, on a deux principales étiologies. L'hémorragie subarachnoïdienne se manifeste par une céphalée souvent décrite comme un coup du tonnerre qui survient soudainement. Le diagnostic repose sur un scanner cérébral sans contraste qui peut montrer une hyperdensité dans les citernes de base. Si le scanner est normal, une ponction peut être nécessaire pour analyser le LCR. Deuxièmement, la méningite et la méningoencéphalite. Dans ce cas, les céphalies sont souvent accompagnées de signes infectieux comme la fièvre, bien que celle-ci puisse être absente. La présence des troubles de conscience et des symptômes neurologiques focalisés peuvent suggérer une méningoencéphalite. Le diagnostic repose sur une ponction lombaire après l'élimination d'un syndrome d'hypertension intracrânienne et l'absence de symptômes de focalisation. Deuxième syndrome, c'est le syndrome d'hypertension intracrânienne. Dans ces cas, les céphalées apparaissant souvent au casque se manifestent en matin et s'aggravent avec l'effort. Ils peuvent être accompagnés de vomissements en jet, de troubles visuels tels que des éclipses visuelles, de diplopée ou de troubles de vigilance. Il est crucial de rechercher des signes d'engagement cérébral dans ces cas. Les causes possibles incluent l'hypertension intracrânienne, l'hématome sudorale, l'hydrocéphalie, les tumeurs, les abcès et la thrombose veineuse cérébrale. Un scanner ou une IRM cérébrale est recommandé en urgence dans ce cas. L'apparition brutale des céphalées associée à un déficit neurologique suggère un AVC en premier plan. L'IRM avec séquence de diffusion est l'examen de choix dans ce cas, bien que la TDM puisse être utilisée en cas de besoin. Une dissection carotidienne qui se manifeste par des céphalées associées à des douleurs cervicales et des signes du syndrome de Claude-Bernard-Horner, ainsi que des acouphènes pulsatiles. Le diagnostic est confirmé par un échodoppler des troncs supraortiques ou un IRM ou un angio-IRM. L'arthrite temporale ou la maladie d'Orton, cette pathologie est fréquente chez les patients de plus de 50 ans et se manifeste par des céphalées récentes, une fièvre, des troubles visuels, des douleurs à la mastication, remarquées par des claudications intermittentes et une hyperesthésie du cuir chevelu. Le diagnostic repose sur un taux de vitesse de sédimentation OVS très élevé et une CRP élevée. Un traitement par corticothérapie en intraveineux en urgence est nécessaire pour prévenir les complications graves comme une cécité. Les autres causes possibles de céphalée incluent la sinusite aiguë qui se manifeste par des céphalées intenses et souvent sont aggravées en se penchant en avant. Le glaucome aigu à fermeture de l'angle se manifeste par des céphalées avec des douleurs sévères autour de l'orbite accompagnées de troubles visuels, de médriase réactive et une baisse de l'acuité visuelle. La pression intraoculaire doit être mesurée en urgence. L'intoxication aiguë à l'alcool, le monoxyde de carbone et la cocaïne peuvent aussi provoquer des céphalées aiguës. Le syndrome post-ponction lombaire se traduit par une céphalée posturale survenant après une ponction lombaire et disparaissant généralement en décubitus. L'hypoglycémie peut entraîner aussi un syndrome neurovégétatif avec des céphalées. L'HTA maligne ou une poussée hypertensive peut entraîner une céphalée sévère avec une hypertension artérielle sévère. Des céphalées post-traumatiques aiguës. L'hypotension intracrânienne idiopathique se manifeste par des céphalées posturales progressives qui peuvent résulter d'une fuite de LCR après un traumatisme mineur ou une brèche durale spontanée. Le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, cette angiopathie réversible se manifeste par une céphalée aiguë isolée, souvent en coupe du tonnerre. Elle est fréquente chez les femmes en postpartum ou les personnes exposées à des substances vasoactives. L'encéphalopathie hypertensive et l'éclampsie s'accompagnent des céphalées et des signes d'encéphalopathie tels que des troubles de la conscience et des déficits focaux ou d'épilepsie. Dans les cas de névralgie faciale, les céphalées sont associées à des douleurs intenses et brèves, souvent décrites comme des décharges électriques ou des brûlures, affectant un territoire sensitif d'un nerf. Finalement, le nécrose pituitaire. Cette pathologie se manifeste par une céphalée brutale ou progressive, souvent accompagnée de troubles visuels. La prise en charge des céphalées aiguës. Premièrement, le traitement symptomatique. Il est essentiel de mettre le patient dans un environnement calme et de lui administrer des antalgiques pour soulager la douleur. Pour un soulagement rapide, des médicaments par voie parentérale peuvent être utilisés, comme le paracétamol, le cas de perfalgan, administré en perfusion courte, ou l'inefopane, à une dose de 20 mg par voie intraveineuse. Un antiémétique peut être ajouté pour traiter les symptômes de nausée. Les ANS ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens doivent être évités, car ils peuvent aggraver une hémorragie. Et les sédatifs doivent être évités aussi, car ils risquent de masquer l'apparition de troubles de la conscience. Ensuite, le traitement selon l'étiologie. Dans le cas d'hémorragie méningée, un traitement antihypertenseur est nécessaire pour contrôler la pression artérielle tout en évitant de trop baisser la pression artérielle pour ne pas tomber dans une hypotension. Des médicaments comme la nimodépine, un vasodilatateur, sont utilisés pour prévenir les vasospasmes. C'est nécessaire une intervention chirurgicale réalisée pour traiter les malformations vasculaires sous-jacentes ou d'autres causes responsables de l'hémorragie. Dans le cas d'hémorragie cérébrale, le traitement est asymptomatique, mais si le
l'état de patient se détériore ou s'il y a un risque d'engagement cérébral, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour évacuer les sons ou décompresser le crâne. Dans le cas d'encéphalopathie hypertensive, un traitement antihypertenseur est essentiel pour réduire la pression sanguine élevée, ce qui permet de prévenir de complications cérébrales graves. Le cas de méningite, un traitement antibiotique par voie parentérale doit être administré en urgence, après avoir prélevé des échantillons de LCR pour une analyse précise. Dans les cas de méningoencéphalite, un traitement antiviral comme l'acyclovir en perfusion intraveineuse est recommandé. Dans les cas d'hypertension intracrânienne causée par une hydrocéphalie, nécessite des traitements anti-odémateux et parfois une dérivation externe pour évacuer l'excès de liquide céphalorachidien. Si la pression intracrânienne élevée est secondaire à une tumeur, l'exéret chirurgical est recommandé. En cas d'abcès cérébral, un drainage est effectué, associé à une antibioturable. Le cas de thrombophlébites cérébrale, l'anticoagulation est essentielle pour prévenir les caillots sanguins. Si le patient présente une hypertension intracrânienne bénigne, le traitement repose sur des antalgiques, des médicaments anti-odémateux et dans certains cas une ponction lombaire évacuatrice pour réduire la pression. Une gestion du poids du patient peut également être recommandée pour une gestion à long terme. Finalement, dans le cas d'arthrite d'Orton, le traitement repose sur la corticothérapie pour diminuer l'inflammation et prévenir les complications. En plus de ces traitements, il faut prendre des mesures préventives pour éviter des complications comme des ulcères de stress, des thromboses veineuses et d'autres. La kiné précoce est également recommandée. Après le traitement, une surveillance clinique étroite ainsi que des examens paracliniques réguliers permettant de suivre l'évolution et l'état du patient et ajuster le traitement si nécessaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.